Quand il y a quelque chose à valoriser, on le valorise et on se différencie. Et si on n'a rien à valoriser, en fait, ben on crée cette différence en apportant quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'on va attirer aussi, on va retenir, on va fidéliser. Du coup, moi, toi, Lauriane, qu'est-ce qui t'a... Moi, je veux et le taux de remplissage et le chiffre d'affaires plus élevé. Que voulez-vous? Non. Tout ça, c'est coupé. Hein. C'est moi qui gère, ça a dégagé. À la fin, là, tu sais que les 8 dernières minutes, là, elles ont dégagé. Hein. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Esprit BNB, le podcast qui va faire décoller ta LCD. Samy qui est déjà mort de rire, tout ça parce qu'on doit présenter ce podcast et celui qui nous le présente aujourd'hui et qui le porte, c'est Maxime. Et Maxime a un petit peu du mal, alors je le lance. Allez Maxime, je t'ai lancé, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode où je suis accompagné de Lauriane et de Samy, qu'on entend bien rigoler depuis tout à l'heure. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à un thème bien particulier puisqu'on va parler du positionnement de son activité dans la location courte durée. Le positionnement, est-ce que c'est quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu surfait lorsqu'on fait de la location courte durée sur Airbnb? Mais avant de traiter de ce sujet, je vous propose qu'on parle un peu de l'actualité de nos intervenants et en commençant par Lauriane, savoir ce que tu fais en ce moment, comment ça va, raconte-nous tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Alors comment je vais? Je vais bien parce que comme toujours, j'ai toujours 1 million de projets et si je vais pas bien, j'arrive pas à les faire. Tiens, ce matin, j'ai passé 4 heures avec le décorateur d'intérieur Jean-Christophe Griselin parce qu'on est en train de travailler sur un de mes Airbnb atypiques sur Strasbourg. C'est hyper long. Alors Samy, tout à l'heure, on a rigolé parce qu'il m'a demandé tu fais un peu d'atypique? Ah bah ouais, je fais d'atypique. Hein, parce que vraiment, quand tu as une pièce principale où tu as 3 couleurs sur le plafond, 3 couleurs de sol et 3 textures de sol différentes, ouais, non, c'est bon. J'appelle déjà ça, moi, de l'atypique. Hein. Je vais me faire chier à finir ces travaux. Je vais adorer les finitions. Tu fais, voilà pour les news, tu fais quoi comme thème? Super. Alors, c'était pas la question à poser. Alors, dans cet Airbnb, on en parlera. Mais en fait, vu qu'il y a 3 couleurs déjà dans une pièce différente, à ton avis, j'ai déjà 3 thèmes différents dans une pièce. En fait, c'est un truc hyper instagrammable. Dans le salon, la cuisine, c'est un bar new-yorkais, enfin un bar Manhattan, un peu comme ça. Tu arrives d'un coup dans le salon, bam, complètement monochrome, il est orange, du sol au plafond, le canapé, le mobilier, tout est orange. Et dans un coin, il y aura un bureau vintage, années 70, hyper instagrammable, où tu te prends en photo à l'envers. Bref, je vous mettrai des photos quand ça sera fait. Top. Tu montes à l'étage. À l'étage, il y a 2 chambres. Une chambre Alice au Pays des Merveilles, une chambre pour les parents un peu plus zen, nature, une salle de bain aussi atypique. Et les toilettes, je vous le dis pas, mais je vous montrerai ça. Je ferai un épisode exprès sur ce Airbnb-là. Et les toilettes sont hyper, hyper atypiques. Et on ne s'attend pas à retrouver dans ces toilettes qu'on va y retrouver. Teasé, hein. Super. Ah bah là, c'est bien teasé, hein. On a envie tu d'aller l'as aux bien toilettes. teasé. Maintenant, voilà, exactement. On a envie d'aller. Vous viendrez à l'inauguration et vous testerez les toilettes. Ah, c'est clair. Je te parie que c'est un saut. Ça, c'est sur l'un. Non, ça c'est à la ferme. Toilette sèche à la ferme. Mais là, c'est autrement. C'est sur le local commercial que tu as là, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est un des appartements ou c'est vraiment... un des appartements, un local commercial que je divise en 3. Ouais. 3, oui. Et dans ce local commercial, après les 2 autres, ça va être quoi plutôt ce matin, on a bossé sur le plan de l'appartement numéro 2, parce que j'en fais 2 avec Jean-Christophe des appartes, puis j'en fais un toute seule parce que j'ai plus de budget pour payer Jean-Christophe après, il faut que je me démerde. Et pour le coup, le deuxième, ça sera sur le thème, en fait, en Alsace, on a une grande histoire sur les sorcières. Et donc, ça va être sur le thème de la sorcière dans le temps, la sorcière moderne, un peu un côté païen. Voilà. Et le troisième, je ne sais pas encore, peut-être que je vais le faire pareil, hyper colorful, plein de couleurs, sur un thème un peu victorien, parce qu'il est petit, donc je vais voir. Mais ça faudra que je me débrouille. Ah, voilà, c'est vachement bien ça. Donc tu nous partageras tout ça au fur et à mesure des épisodes. Ouais, clairement. Et puis pourquoi pas avec des vidéos sur YouTube. Et sur mon Instagram, oui d'ailleurs, en tant que bonne community manager, il va falloir que je m'y mette à faire mes Instagram à moi. C'est ça. Tu mettras sur Follow BNB de toute façon, je pense aussi. Ouais, je vais commencer à publier des choses, des idées en tout cas sur Follow BNB. Après, je sais pas trop, on verra, mais je voulais pas trop mélanger mes propres trucs et Follow BNB. Je sais pas, oui, quand je vais commencer à faire vraiment la com dessus, mais peut-être pas les travaux, tu vois. Donc les travaux, les gens ils viendront sur ma page, mais en fait, oui,
Je sais pourquoi j'ai pas créé de page. Bah, j'ai pas encore trouvé de nom à mon truc. Ça fait 2 mois que je me casse la tête. Bah, non, c'est pas ça, c'est que j'ai 3 Airbnb complètement différents dans le même lieu. Et bah, je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit Insta Home, Insta House, Insta, je sais pas, j'en sais rien. Si vous avez des idées et quand vous écoutez ce podcast, et si je n'ai pas encore trouvé, vous me les notez en commentaire, aidez-moi. C'est clair. Donc, je suis en Alsace, on mange de la bretzel, on boit de la bière, il y a le marché de Noël et je fais des trucs hyper atypiques. Donc 3 appartements à thème en Alsace, à Strasbourg, c'est ça? C'est ça. Dans le coin en tout cas. Bon bah top. Ouais, et toi, Samy, du coup, moi, c'est pareil, appartement à thème en cours, clairement petit appartement Lego, voilà. On va essayer de donner un esprit Lego à ce T1 bis, on va dire. C'est un appartement de 28 mètres carrés avec une mezzanine. On s'est rendu compte en fait qu'il était en hauteur, donc il y avait la mezzanine, et qu'en haut de la salle de bain, il y avait tout un bloc blanc qui ne servait à rien. J'ai ouvert, j'ai cassé avec mon marteau pour savoir ce qu'il y avait dedans. C'est vide. Donc du coup, t'as pas une pièce secrète derrière? Et ben en fait, je vais en faire une pièce de ce petit truc quoi. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire une alcôve avec 2 petits lits pour 2 enfants. Esprit un peu cabane, on va la relier à la mezzanine en fait, parce qu'elle est à la hauteur de mezzanine, donc on va la relier à la mezzanine, on va faire une alcôve. C'est pas le grenier des poissons que t'es en train de prendre? Non, c'est une pièce qui me sert, enfin c'est un bloc qui ne sert à rien. Il y a de la tuyauterie à l'intérieur, on fera un faux plancher pour y accéder. Il y a la VMC, tuyau de VMC, mais qu'on cachera, enfin on fera quelque chose de bien. Et d'ailleurs pareil, moi aussi je fais appel à une archi d'intérieur qui va m'accompagner sur ce projet là. Donc là je lui ai envoyé tous les plans de l'appartement, j'ai été prendre mes mesures ce week-end, hauteur, largeur, etc. C'est un gros travail et ça semble jamais juste. En plus quand tu refais sur les logiciels type Home by Me, en fait tu comprends pas, mais en fait tes mesures sont bonnes en fait, mais en fait quand tu vas les faire sur le plan, ben ça va plus. Ça va plus. Bon, puis ça dépend si ton bâtiment il est ancien, s'il est neuf. Moi je bosse toujours que sur l'ancien, donc je n'ai jamais de mur droit, je n'ai jamais d'angle droit. C'est ça. Et donc du coup, avant j'avais, en fait, je travaillais avec du Matterport. C'est un espèce de laser qui permet en fait de prendre des mesures hyper précises, parce qu'en fait ça prend des points tous les centimètres. Enfin, ça se règle en fait, mais tous les centimètres ça vient prendre un point en fait, et ça vient de créer en fait un plan en fait avec le laser. Donc ça c'est vachement bien, mais je l'ai plus, donc je fais avec les moyens du bord. À mettre à l'ancienne. Mais as-tu fait tes travaux toi-même ou tu fais avec des entreprises? Non, là cette fois-ci alors je vais en faire une partie moi-même, je pense, les finitions, etc. J'aimerais aussi faire la partie créative moi-même, parce que ce que je veux, moi, dans les appartements à thème, c'est que je puisse revenir en arrière assez facilement. Voilà, c'est mon souhait, parce qu'on ne sait jamais si ça décolle pas, au moins, je peux revenir très facilement sur du classique, entre guillemets. Donc, du coup, j'ai travaillé sur les murs, en fait, j'ai travaillé sur des panneaux, en fait, imprimés. J'ai en fait un imprimeur chez moi qui fait des impressions grand format, qui fait des panneaux d'Ibon, on appelle ça, que je vais pouvoir mettre directement sur les murs, et en plus ça sera qualitatif. Je vais pouvoir m'éclater avec la création aussi, parce que du coup je vais créer mes propres murs, et je vais pouvoir aussi, si un jour je devais le vendre, ou alors même changer de thème, enlever très facilement. Voilà. Donc soit je vais le faire moi-même, les gros travaux style création de l'alcôve, etc., ça je vais les sous-traité à un ami entrepreneur en fait dans le bâtiment qui fait ça très bien. Et pareil, salle de bain, etc., cuisine, tout ça. D'habitude je fais mes travaux moi-même. Là j'ai envie d'être plus dans le côté direction, on va dire, et direction artistique avec l'architecte. Moi, c'est plus mon souhait. Voilà. Ok, super projet du coup pour tous les deux, ce qui va te permettre d'enchaîner sur le sujet du jour. Puisqu'on est typiquement dans le sujet du jour. Déjà, vous avez déjà un peu entamé la question du positionnement quand on est sur Airbnb et les autres plateformes, quand on fait de la location courte durée. Donc, c'est bien, on va pouvoir avoir vos avis. J'ai déjà une petite idée de la réponse, mais en gros, le positionnement, est-ce que c'est important pour vous
quand on fait de la location courte durée. Et avant d'entendre vos réponses, j'aurais voulu apporter une précision pour ceux qui ne maîtriseraient pas forcément tous les éléments marketing et qui ne sauraient pas forcément ce qu'est le positionnement. Le positionnement, c'est une stratégie qu'on adopte pour un bien ou un service pour lequel on va choisir de travailler d'une manière ou d'une autre. Ça dépend énormément de la cible qu'on a choisie. Vous n'allez pas adopter le même positionnement en fonction de votre cible. Et le positionnement, en fait, ça va vous permettre de proposer votre service ou votre produit d'une manière différente en fonction justement de cette cible et de la valeur que vous voulez apporter. L'idée, quand on adopte un positionnement, c'est de se différencier sur son marché, de pas avoir le même positionnement que la concurrence, parce que sinon, on fait sensiblement la même chose. Et quand on fait la même chose, le seul indicateur commun et différenciant, finalement, c'est le prix. Et donc, on rentre dans une guerre des prix. Après avoir fixé un petit peu ces bases, tu nous donnes un exemple Est-ce que tu as un exemple de positionnement je peux vous donner. Oui, c'est vrai que je pourrais qui comprennent à l'exemple. Vous donner des exemples. Alors, vous avez par exemple, pour rester dans le milieu de l'hébergement, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'il est très parlant. Vous prenez le groupe Accor qui fait de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, dans la gamme Accor, vous avez plusieurs types de produits. Et vous allez avoir donc du coup des positionnements qui vont être différents. Si vous prenez un Ibis Budget, un Ibis Style, un Mercure, ou si après vous allez sur plus haut dans la gamme avec du Sofitel, vous allez avoir des positionnements différents. Si on reprend sur l'Ibis l'Ibis Budget, le positionnement initial, c'est d'être accessible en termes de prix, mais pour un confort qui reste garanti, mais où peu importe la chambre que vous allez prendre en France, ce sera tout le temps le même. Si vous allez chez Ibis Style, vous allez le positionnement, c'est de vous dire, je vais payer un peu plus cher, mais par contre, je vais toujours avoir quelque chose d'assez différent. Vous allez chez Mercure. Mercure et Novotel, c'est vraiment un cas d'école parce qu'on est sur un positionnement prix haut, plutôt haut de gamme, mais où vous avez une des deux enseignes qui a décidé de faire de la standardisation de haute qualité et l'autre qui a choisi d'être dans des hôtels qui sont tous différents les uns des autres. Pourquoi? Parce que chez Accor, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais à l'époque, quand Accor ciblait du public, c'était les professionnels en déplacement qui ont les moyens de payer des chambres haut de gamme. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait deux typologies de population. Il y avait ceux qui aimaient bien le changement et ceux qui étaient tout le temps en déplacement et qui avaient besoin d'avoir leur repère et quand ils se levaient, d'avoir la fenêtre à droite du lit, la petite table de nuit qui soit toujours la même, les prises au même endroit, la douche pareil. Voilà, donc vous avez un positionnement différent pour deux produits haut de gamme. Puis après, vous avez Sofitel et tout ce qui est très très haut de gamme, où on va apporter une gamme de services supplémentaires pour répondre aux besoins d'une clientèle différente, encore plus nichée. Donc, vous voyez, en fait, pour le même produit qui est un lieu d'hébergement pour une nuit, finalement, on peut avoir un positionnement qui est différent pour chaque. Vous pouvez prendre le cas de votre café du matin aussi. Hein. Vous allez au bistrot du coin, vous n'allez pas le même positionnement que si vous allez chez Starbucks. On vise pas la même typologie de clientèle, on n'adopte pas le même positionnement. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par une décoration, ça se traduit par une ambiance, ça se traduit par des produits ciblés, par tout ça. Et donc, dans le cadre de la location courte durée, comment est-ce qu'on peut traduire ce choix de positionnement? Comment est-ce qu'on peut travailler dessus? Et en fait, sur tous les points sur lesquels ça se décline, parce qu'on a parlé de décoration, on a parlé de prix, mais il n'y a pas forcément que ça. Et moi, j'aurais voulu, dans cet épisode, qu'on parle justement de cet aspect-là, pour savoir si le positionnement, c'était essentiel dans le sens où est-ce qu'il faut choisir sa cible, est-ce qu'il faut définir ses prix en fonction, est-ce qu'il faut définir sa décoration et tout son service en fonction, ou est-ce que on reste dans un milieu très amateur et finalement on propose un hébergement à tout le monde et ceux qui trouvent jolies nos photos viennent, mais on ne fait pas d'efforts particuliers ou très peu finalement, on fait quelque chose d'assez neutre. Voilà. Donc l'idée, c'est de discuter de tout ça par rapport à ce que vous avez dit juste avant avec les logements à thème. On se doute bien que
vous avez déjà travaillé le sujet. Ouais, nous, on a pris le virage, c'est fait. C'est ça. Et moi, j'aimerais bien que dans votre réponse, vous apportiez une vision par rapport au cheminement qui vous a amené en fait à aller sur des appartements, des logements à thème. Moi, je le connais pour Samy parce que j'ai eu l'occasion d'être avec lui là tout au long de sa vie immobilière, et il m'a raconté quand il a créé son premier logement à thème. Et en fait, comment vous êtes passé peut-être d'un logement classique à un logement à thème? Parce que en fait, c'est ce passage-là qui est très intéressant, et toute la réflexion que vous en avez fait derrière. Je sais pas qui veut commencer. Bah, je peux commencer par exemple pour ma part. Alors, je sais pas si je me suis déjà posé la question, même si je suis dans la com et le marketing, en fait, je sais pas si de moi-même je me suis posé la question de mon positionnement. En tout cas, ce que je voulais avant tout, c'est me professionnaliser, ça c'est clair, et j'y suis arrivé jusqu'à là, et il y a encore des étapes à franchir, mais je vais vers la professionnalisation de mon activité, ça c'est sûr. Après, en termes de positionnement, moi ce que je voulais avant tout, c'est déjà faire quelque chose de différent. C'est bon, enfin voilà, je suis comme ça. Alors même si mes premiers appartements ont été très classiques, il faut le dire, mes 2 premiers appartements ont été très classiques. C'était pour mon combien? Mon 3e, c'est 4e, je sais plus. Je voulais vraiment partir sur quelque chose de différent. Il y avait même pas encore cet aspect de Ouais, à la base, c'était pas pour t'amuser à la base que tu avais décidé de faire ça. Exactement. En fait, il y avait pas encore, on parlait pas trop d'appartements à thème à l'époque. Enfin, c'est à l'époque. Ça fait pas depuis non plus. Ça, c'était 2018, je crois, comme ça. Mais le marché change vite. Hein. Ouais. En fait, on parlait pas d'appartements à thème. On parlait pas de tout ça. En fait, moi, je l'ai fait parce qu'en fait, je voulais m'amuser. En fait, je voulais vraiment créer quelque chose de différent. Et avant tout me faire plaisir à moi, enfin nous faire plaisir, parce nous les appartements c'est familial, enfin c'est une entreprise entre guillemets familiale, on fait avec ma femme, avec mes petits enfants, voilà, ils participent au quotidien dans tout ça, et du coup je me suis pas vraiment posé la question de mon positionnement, c'est qu'après coup du coup je me dis que bah du coup en ayant créé des appartements à thème, je me place dans une gamme alors pas luxe du tout, hein, je suis pas dans ça du tout, mais je vais être peut-être moyenne gamme par rapport à d'autres appartements qui sont dans la même résidence, à prestations équivalentes en fait. Et ben en fait grâce à cette décoration, on va dire, et ben j'arrive à louer plus cher. Voilà. Après, quand on parle de positionnement, c'est qu'il faut qu'il y ait tout le service qui va derrière. Hein. Par exemple, si il y en a beaucoup, hein, et dans nos clients, Maxime, on le voit, hein, en location courte durée, qui va se positionner en haut de gamme. Moi, je veux faire du haut de gamme. Ok, tu veux faire du haut de gamme, mais derrière, le haut de gamme veut dire quoi? Veut dire un service irréprochable, veut dire des ménages hyper bien fait, veut dire une réactivité sans faille. Enfin voilà. Bon après il faut préciser une chose, c'est que dans le positionnement, on n'a pas que bas de gamme, haut de gamme. C'est vrai que dans les exemples que j'ai cités, notamment chez Accor, c'est un moyen quand même de bien percevoir le positionnement adopté. On peut prendre l'exemple dans l'automobile de positionnement différent, où vous allez avoir par exemple je sais pas, vous allez prendre Mercedes qui va être le luxe, vous allez avoir Tesla qui va adopter un positionnement différent, qui va être sur le luxe mais avant tout sur l'électrique et insister sur le côté écologie. Et puis après vous prenez une marque comme Volvo qui reste aussi sur un segment haut de gamme mais qui va avoir un positionnement sécurité. Donc en fait le positionnement c'est tout un axe, c'est pas uniquement sur le prix ou sur la valeur perçue du service, mais sur la tendance que l'on veut porter. Donc du coup on peut très bien faire un logement à thème sans avoir à faire augmenter ses prix ou à avoir un service plus qualitatif que ce qu'on faisait avant. Par contre c'est vrai que comme tu le disais, avec ton appartement, le premier que tu as lancé, tout de suite tu as fait la différence sur le marché, et quand il y avait des creux dans la saisonnalité, qu'il y avait moins de réservations chez les concurrents, toi tu remarquais quand même que ton taux de réservation il restait quand même supérieur à la moyenne. C'est ça. Parce que finalement à prix équivalent, ils avaient un petit truc en plus. Alors après il faut bien faire le calcul, est-ce que le retour sur investissement est là ou pas, parce que quand même faire un appartement avec une décoration spécifique, c'est des charges supplémentaires par rapport à un appartement standard.
Donc tout se calcule, mais effectivement, si on garde l'attractivité de son bien, on le loue peut-être pas plus cher, mais si on le loue plus, in fine, à la fin de l'année, on a fait plus de chiffre d'affaires. Donc le positionnement pour toi, ça s'est concrétisé finalement par la possibilité de louer plus, pas forcément louer plus cher, sauf peut-être sur les parties les pics saisonniers où la demande était, où tout le monde était pris, donc finalement tu pouvais augmenter tes tarifs, ça se justifie. En fait, c'est vraiment moi je le voyais comme un moyen de me différencier en fait de la concurrence et voilà, c'était un peu ça en fait l'idée. Mais en fait, finalement, c'est l'effet, c'est l'expérience et non pas la volonté initiale de se dire tiens, je vais me différencier. C'est plutôt de se dire je vais m'amuser sur un projet. Ce projet, il a été marrant et en fait, par expérience, tu as constaté que ça avait des résultats bénéfiques pour toi auxquels tu t'y attendais pas hein, finalement. Et du coup, après, par expérience, tu en as lancé un deuxième qui a eu les mêmes résultats finalement. Et donc là, ce que tu nous disais en intro, c'est que tu lances le troisième avec une thématique spécifique parce que justement, tu te dis que c'est pas forcément plus rémunérateur dans le sens où tu n'as pas des chiffres d'affaires qui sont, enfin des prix à la nuitée qui sont supérieurs à la moyenne. Par contre, tu as un taux de réservation qui lui est beaucoup plus intéressant. En fait, je vais pouvoir faire quand même la différence avec mes concurrents sur l'aspect tarif à la nuitée en fait quand même. Je vais pouvoir avoir un prix légèrement plus élevé, ça je l'ai remarqué, et en termes de taux d'occupation également quoi. C'est assez sûr. Ça se voit. Enfin, j'ai plusieurs amis dans la résidence où sont mes appartements et les chiffres sont pas du tout les mêmes. Et puis même ma conciergerie avec qui je travaille a plusieurs résidences, elle dans la résidence et au Futuroscope. Et on a fait le point la dernière fois comme ça pour voir un peu ces chiffres en fait. Et elle me l'a dit, elle m'a dit en fait là c'est tes appartements, ça c'est les appartements à côté en fait. Il y a clairement une différence. Hein. Il y a clairement une différence. Enfin voilà. Okay. Et toi Lauriane du coup? Moi, toi, Lauriane, qu'est-ce qui t'a... Moi, je veux et le taux de remplissage et le chiffre d'affaires plus élevé. Que voulez-vous? Non, mais c'est l'objectif qu'on ne tourne pas autour du pot. L'objectif d'adopter un positionnement pertinent et différenciant sur son marché, c'est bien entendu de faire mieux que le marché, c'est-à-dire d'avoir à la fin plus de chiffre d'affaires, une meilleure rentabilité que la moyenne du marché. On fait pas ça juste pour faire joli, hein, qu'on soit clair. Ouais, mais on peut pas dire qu'on va doubler notre chiffre d'affaires avec un appartement différent. Je te dirais ça avec ceux que j'ai à Strasbourg. Après, peut-être pas doubler par rapport à ce que tu faisais toi, mais par rapport à tes concurrents directs dans la même résidence. Ça se joue à combien? 20? 20%, je peux dire 20-30%. Alors, moi, c'est énorme. C'est énorme, 20 à 30%. C'est presque doublé, en fait. C'est presque doublé, tu vois. 30%, t'es pas loin de... Mais j'arrive à faire facile, oui, 20-30% de plus. Mais après, j'ai mis en place je sais pas si c'est à cause aussi de des thèmes que j'ai mis en place, mais ou ta tarification intelligente aussi. Voilà, j'ai mis en place du guide management, j'ai Price Lab, je surveille un peu tout ça. Donc mes concurrents ne le font pas. Enfin, concurrents, confrères, bref, je suis du concurrent. On leur peut tous louer. Hein. Et en fait. Eux, ils le font pas du tout. Et puis quand ils le font, en fait, ils le font mal. Donc du coup, en fait, ils ont les résultats inverses. Donc du coup, moi, depuis que j'ai mis ça en place, c'est facile 30%. Oui, c'est ça. J'ai calculé la dernière fois, facile 30% de plus par rapport à la dernière. Bon moi, je disais que je voulais tout et j'allais expliquer pourquoi. Alors, non, pas pourquoi. Non, pas pourquoi, parce que ce que tu disais Maxime, hein, c'est logique, hein, on veut tous tout ça, et c'est un peu le but du business. Non, comment moi j'en suis arrivée là? Moi j'ai commencé tout de suite par une LCD atypique, c'était le projet. Et comment? Parce que j'ai regardé un peu le marché, donc je suis allée voir beaucoup aussi les groupes Facebook et tout ça, c'est ce qui se racontait, les groupes de gens qui ont de la LCD, et j'ai regardé les posts, mais vraiment en arrière, je suis allée loin en arrière, genre je suis allée quand même 2020, 2021, et je suis remontée petit à petit, donc c'est un peu, c'est un peu de boulot.
Mais ce qui en ressortait, c'est qu'à un moment donné, peu importe la LCD, tant qu'elle avait une déco à peu près correcte, enfin voilà, un truc sympa, pas la déco de mamie, que la déco était un peu sympa, que l'appart était propre, que tu avais un service derrière plutôt bien, enfin voilà, ça fonctionnait et très bien. Et petit à petit, je vois qu'il y a beaucoup plus de concurrence, peut-être ces 2 dernières années, dû aux formations, dû au fait que voilà, tout le monde a un petit peu envie d'avoir une ressource en plus supplémentaire de son salaire, très certainement, ou de sortir de la rat race, en fait, peu importe les raisons, mais que ça devient de plus en plus concurrentiel, que dans les grandes villes, il y a des règles qui sont mises en place de plus en plus strictes. Donc, je me posais la question de comment faire. Alors, moi, la première, elle a été lancée à la campagne. Donc, de toute façon, au plein milieu d'un champ, j'avais pas le choix que d'être atypique. Et de toute façon, je le voulais parce que je ne pouvais louer que 4 à 5 mois par an. Donc, il faut que je sois la plus gourmande possible pour 4 à 5 mois par an pour rentrer le plus de pognon possible pour que ce soit rentable sur l'année complète, en fait. Donc, déjà ça. Et puis, j'ai eu l'expérience de ma deuxième LCD où c'était pas prévu. C'était un studio dans un immeuble que j'ai acheté et que j'avais meublé et que j'avais mis donc en location longue durée parce que étant à la campagne, dans un petit village, je pensais pas que ça allait fonctionner. En même temps, j'ai pas fait d'études de marché du tout. Si je l'avais faite, mon étude, je me serais rendu compte que ça fonctionnerait. Il y a qu'un hôtel tout pourri dans le secteur, donc j'aurais au moins eu des commerciaux et finalement j'ai eu tellement plus avec cet appart là, bref, j'ai pas fait mon boulot et j'ai un locataire qui sort mais un 22 décembre, genre la date mais tellement chiante. Tu dis que 22 décembre, t'as personne qui rentre le 22 décembre, vous rentrez le 1er janvier et donc je me suis dit pour Noël je le mets en courte durée et en fait il s'est rempli tout de suite les 3 premiers mois, presque le 4e et il a jamais désempli, là ça va faire 1 an bientôt. En tout cas, déjà, il y a déjà des dates, ça fait pas 1 an, on est en septembre, mais pour le coup, il y a déjà pas mal de résa jusqu'à Noël. Donc, étonnamment, et là, il est simple, c'est pas atypique. Alors, c'est un petit appart joliment décoré avec tout ce qu'il faut dedans. Je fais un petit peu plus. Ils ont, quand ils arrivent, il y a les petits chocolats, il y a des céréales, il y a du café, il y a du thé, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas l'atypique, c'est un appart normal, mais qui fonctionne très très bien. Donc voilà comment j'y suis arrivée. Moi, j'ai plus étudié le truc, et clairement, là, je me dis que actuellement, si t'as pas le positionnement, c'est-à-dire l'emplacement, mais idéal, où là, de toute façon, tu sais que tu n'auras pas une concurrence de dingue parce que on peut pas, par exemple, moi je parle de Strasbourg, mais tu peux pas être 1000 autour de la cathédrale une fois que tu as les quelques-uns qui ont bouffé l'emplacement idéal, ils sont bouffés. Tu peux plus y aller. Donc à un moment donné, il faut se démarquer. Et moi, c'est ce que j'ai fait là sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je suis en train de faire là sur les locales commerciales que je divise en 3 appartements, parce que je n'ai pas réussi à trouver quelque chose dans mes prix au centre-ville. C'est bouché, c'est très très compliqué à y accéder. Déjà quand tu arrives, tu parles d'LCD, tu as l'impression d'être le diable. Non mais c'est vrai, là vraiment, ces villes-là, ça devient compliqué. Et donc je me suis un peu excentrée. Donc je suis à 15 minutes du centre-ville en tram, ce qui va bien, mais n'empêche que quand quelqu'un vient réserver, c'est pas les endroits que tu réserves, c'est pas les endroits que tu regardes en premier. Donc moi, j'ai besoin que quand il regarde la photo, il fasse mais là je vais vivre une expérience, donc c'est là que je veux aller. Et qui regarde pas mes 15 minutes de tram. Et du coup, alors toi qui parles justement, alors on est très axé sur la décoration, sur l'atypicité, je sais pas si ça se dit, des logements. Mais est-ce qu'on n'aurait pas d'autres leviers justement disponibles pour se différencier sur son marché? Alors, tu parlais de ceux qui ont une piscine, par exemple, en pleine campagne, qui forcément, c'est sur la première page parce que c'est un axe différenciant. Mais dans des logements, est-ce que vous n'avez pas des idées, justement, d'axes qui permettent de se différencier pour justement attirer des gens sur des logements et qui soient autres que la décoration? Pour vous aider peut-être dans la réflexion. Le service qui peut être apporté en plus du logement. Clairement, un service de conciergerie, par exemple, avec le logement, des petits déjeuners livrés sur place ou un frigo rempli le jour de ton arrivée. Bon, là, c'est un positionnement aussi... alors ça va être en deuxième temps pour le coup. Alors, effectivement, il faut qu'il y ait des choses complémentaires, mais les gens, en fait, un truc déjà tout simple, c'est ils vont scroller parce qu'ils vont regarder les annonces.
Clairement, le service, il ne le voit pas. Alors oui, tu peux mettre sur ta vignette de ta photo, et en tout cas, tu as tout intérêt à le mettre, des petites infos intéressantes, mais tu peux pas tout noter non plus, quoi. Après, tu peux le mettre dans les filtres de recherche sur Airbnb, par exemple. Oui, c'est vrai. Quand je parlais d'éléments différenciants, je reprends un exemple qui est très concret, puisque par exemple, Samy, dans un de tes logements à thème, il y a une borne d'arcade. Oui. Donc, même si on n'est pas dans un logement à thème, on sait que ça peut être non pas attiré, mais par exemple s'il y a un billard. Ou ça a été la grande discussion avec mon homme sur l'appartement qu'on est en train de faire, parce qu'il aurait préféré, il m'a dit, je suis sûr que si on avait mis un billard dans ce grand appart, ça aurait été bien mieux, et je le pense pour aussi des familles, moi qui ai des ados, quand tu as un billard, tu sais que voilà, ça va matcher, ou un baby-foot, ou un truc comme ça fonctionne avec les jeunes. Et parce que on a mis 2000 balles dans 4 mètres carrés pour faire un bureau à l'envers, 70, hyper atypique, pour prendre des photos. Il va servir qu'à ça, que des gens se prennent en photo dans ce bureau, et que ça soit mis sur Instagram et tout ça. Après, c'est une réflexion. Effectivement, je pense que le billard aurait attiré plus de gens à la réservation. Mais par contre, ce que je me dis, moi, c'est plutôt sur le long terme. Je pense que les gens, par contre, vont faire plus de photos de ce bureau parce qu'en fait, là, on le voit pas, mais je vais essayer de vous le décrire. En fait, le sol est au mur, le mur est au sol, enfin bref, tout est à l'envers. Et donc, tu vas pouvoir t'asseoir, mais t'asseoir en fait complètement à l'envers dedans et te prendre en photo à l'envers. Et il y aura certains éléments, par exemple, tu as le téléphone qui est au mur, mais tu as le câble qui pend. Et donc, tu vois par le câble que tout est de travers là-dedans. Et je me dis, par contre, là, moi, j'ai cet espoir que les gens vont prendre des photos et vont taguer la page. D'ailleurs, je leur mettrai un petit QR code dans le coin, plein de petites choses. L'idée étant qu'ils me taguent et que ça me crée de la pub. Mais moi, je vois plus loin que, en tout cas, au moment de la réservation. Toi, tu vois, le coup d'après, en fait, finalement, qui va attirer du client par le bouche à oreille, par le jeu des réseaux sociaux, plutôt que par la première photo qu'ils vont voir sur les plateformes de réservation, finalement. C'est plus ça. Et moi perso, je trouve que c'est une super idée, parce que l'idée aussi, c'est de créer une image de marque, une notoriété pour chaque logement. Moi, j'ai tendance à dire que chaque logement en soi est un fonds de commerce, et qu'il faut arriver aussi un peu à sortir de la mainmise des plateformes en ayant soit une page Instagram performante, soit son propre site de réservation. En fait, parce que si demain vous voulez revendre votre bien, parce que pour ceux qui investissent, la plus grosse richesse, c'est pas le cash flow que vous dégagez chaque mois, c'est la capitalisation que vous faites dans les murs, même si le cash flow peut être important. Demain, vous voulez revendre les murs. Si vous revendez un petit bout du fonds de commerce avec, vos murs prennent encore plus de valeur. C'est exactement ce qui m'est arrivé moi récemment. J'ai vendu un appartement en location courte, un appartement Airbnb et en fait j'ai pu le vendre à ce prix-là parce que derrière je revendais également l'exploitation en fait. Clairement, l'appartement était largement démarré, il avait un chiffre d'affaires qui était là. Voilà, il avait un chiffre d'affaires, il avait même des réservations en cours et à revenir. Voilà, la personne avait dit il est clé en main comme mon truc. Enfin, il est démarré, j'ai juste à suivre. Donc c'était un fonds de commerce. J'ai vendu un fonds de commerce. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'entrée de jeu, de pas être dans du lambda, d'avoir aussi défini quelque chose. Alors on parle de positionnement, mais grossière pour aller plus loin, c'est d'avoir défini son axe différenciant, que ce soit la décoration, que ce soit des meubles spécifiques, que ce soit un sauna, une piscine. Love room. Et la croix de Saint-André, en fait, c'est ça. Les love rooms font partie intégrante de ce positionnement. Ou alors là, typiquement, quand on parle de love room, on coche vraiment toutes les cases marketing en soi, la checklist marketing, pour se dire, on a ciblé une catégorie très spécifique de clients sur une consommation très spéciale de l'hébergement, sur une durée qui est limitée, avec un taux de rotation qui est beaucoup plus important que si on attire des familles pour 1 ou 2 semaines. Tu peux en plus même louer l'après-midi et le soir, enfin c'est quand même... D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez des love rooms. Moi, la love room sur le principe marketing, je trouve que c'est un cas d'école. Après, en pratique, je sais pas les résultats s'ils sont au rendez-vous, mais je trouve que en termes de cas d'école, cas d'études, c'est super à étudier, quoi.
Ouais, bah moi, la Love Room, j'avais envie d'en faire une. J'avais ça en projet sous le coude avant de trouver mon local sur Strasbourg. Mais effectivement, moi j'ai fait l'étude de marché et tout. C'est plutôt très rentable si on calcule bien ses coûts au départ. Parce que ça peut coûter très très cher de créer une Love Room. J'en parlais encore justement avec certains qui sont dans la franchise Love Room et qui en ont. Ça peut vite monter cher pour les travaux. Après, je ne l'ai pas fait parce que celle que je devais faire était à 10 minutes de chez moi et que mes enfants étant au collège, enfin mon grand, me disait maman, j'assume moyen. Voilà. Et puis c'est pas ça, c'est que on est hyper médiatisé ici dans le secteur avec la ferme qu'on avait avant, et je vois bien les titres des journaux locaux qui sont toujours super. Du cochon à la cochonne. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je le sentais arriver. Et puis Ça bon, faisait une finalement, j'ai super eu d'autres transition, moi, je trouvais. Ah ouais, là c'est clair. je le sentais arriver, et donc finalement, mais je l'ai toujours quand même en tête. Mais par contre, moi, dans ce que j'ai peur avec la Love Room, j'ai peur que ce soit un effet de mode et qu'il va y falloir se renouveler à un moment donné. Alors que tu vois là, les apparts, le côté atypique que je veux leur donner, c'est plutôt quelque chose de plus intemporel, pour moins dépendre de la mode en fait. C'est exactement dans la lignée de ce que disait Samy tout à l'heure sur je tente une décoration, mais je veux qu'elle soit rapidement amovible pour que je puisse la retirer si ça marche pas, la changer ou tout simplement revendre le bien pour de la location classique ou quoi que ce soit. Une Love Room, demain, il n'y a plus de clients, il faut passer en location meublée classique, c'est compliqué. D'avoir un jacuzzi dans son salon, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai le souci à Strasbourg parce qu'en fait, à Strasbourg, acheter quelque chose, pour l'instant, c'est pas dans mes moyens. Donc, je voulais partir en sous-location, mais on en reparlera, on fera un épisode très certainement sur la sous-location. Mais la sous-location d'appart, c'est hyper compliqué. De toute façon, Strasbourg, tu peux même pas aller visiter. On te demande direct, quand tu vois une annonce, d'envoyer tout ton dossier derrière. Envoie ton dossier pour la sous-location. Personne te répond. Même les agents, je suis allée voir des agents SIMO, ils comprennent pas. Tu te fais envoyer sur les roses et après, faut passer, il faut voir le règlement de copro. Enfin bon, bref. Le problème de la sous-loc dans ces grandes villes-là. Et je me suis dit, c'est pour ça que je suis allée sur du local commercial. Mais effectivement, le souci de mon local commercial, c'est que je l'ai tellement transformé et finalement, il n'est pas à moi. Le local commercial que j'ai là, il est à 15 minutes du centre-ville, c'est 600 000 €. Je ne peux pas me le payer. Et puis en même temps, c'est absolument pas logique que je me le paye autant à 600 000 balles. Moi, j'ai 3 immeubles à la campagne. Je me retrouve avec 15 appartes, voire 20 appartes à 600 000 balles. Je vais pas m'emmerder avec un local commercial. Sûr. C'est clair. Mais pour le coup, la question est, je suis pas chez moi, je mets autant d'argent pour des travaux. Alors, bien qu'un bail commercial, ça soit un super bail et qu'on soit quand même plutôt très très bien protégé, mais n'empêche que la vie, elle peut changer. Si dans 5 ans, je sais pas pour quelle raison je veux plus faire ça ou je ne peux plus faire ça, comment je gère? Et là, l'idée, c'était vraiment soit de vendre un fonds de commerce, pouvoir faire la cession de bail, vendre mon fonds de commerce et trouver justement des gens qui veulent faire de la LCD sur un bien qui sera... Parce que là, par contre, on parlait de... Oui, voilà, j'en reviens là, on en parlait de comment retransformer. Moi, clairement, le local commercial, je répète tout, je remets tout nu. Ou si... parce que le propriétaire, à un moment donné, même lui avait émis, il voulait faire du co-living. Mais même pour du co-living, moi, comme je disais tout à l'heure, tu as 3 couleurs au plafond, 3 couleurs au mur, 3 sols différents et tout ça. C'est un peu limite en co-living. Donc, j'ai beaucoup trop de travail à remettre ça de façon plus classique, en fait. Donc le but, c'était aussi de l'hyper personnaliser pour qu'on ne retrouve pas ce type de bien ailleurs et trouver vraiment le client spécifique qui dit « Ok, ça marche, il y a le chiffre d'affaires, c'est top, j'aurai pas de concurrent à côté. » Parce que clairement, c'est super galère à faire, ça coûte de l'argent et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot parce que ça va vraiment dans les détails, la déco. Et pour le coup, là, c'est de pouvoir vendre quelque chose où le client... Alors certes, j'aurai moins de clients, mais le client que je vais avoir... je pense sera... Je trouve pas le mot, mais Maxime, il va m'aider de trouver le mot. Là, ce client, il va être... Motivé. Oui, merci. Je pensais que tu me sortir un terme technique. Oui, il sera motivé. Oui, merci. Oui, le terme, je trouve que le terme est plutôt pas mal parce que, comme tu disais, le client qui va être intéressé par la décoration atypique, et puis dans d'autres cas par des services, en fait, ça va lui en faire oublier
les défauts, les inconvénients du logement. Pour toi, c'est être à 15 minutes du centre-ville. Bon. Pour d'autres, c'est de ne pas être dans le quartier idéal. Pour d'autres, ça peut être, je vais prendre un cas très concret que j'ai vécu moi en tant que voyageur, mais c'était un bâtiment pourrave. La copropriété était littéralement pourrie. Il y avait l'escalier commun était dégueulasse et tout. Mais quand on rentrait dans l'appartement, finalement, on oubliait toute cette première impression-là parce que en fait, si ça n'avait pas été surcompensé, en fait, les inconvénients de la cage d'escalier auraient ressurgi dans le logement. Donc, en gros, le positionnement, se différencier, aujourd'hui, c'est essentiel. On le voit partout. Tous les types de commerce aujourd'hui cherchent à se différencier. En particulier les petits commerces de proximité. On va prendre des cavistes, on va prendre des restaurants, des petits restaurants. Même les coiffeurs barbiers aujourd'hui cherchent à avoir des décorations atypiques. Pourtant, on va chez le coiffeur, hein. Mais l'idée, en fait, c'est de faire vivre une expérience pour gommer des défauts ou des inconvénients ou un prix plus élevé, en fait, pour faire accepter tout ça. Juste un truc tout con, hein. Cet été, j'ai dû réserver deux Airbnb pour nos vacances. Finalement, je sais qu'il fait très chaud. Je sais que bon, c'était sur le chemin des vacances. Qu'est-ce que j'ai cherché? Airbnb avec piscine, Airbnb. En fait, j'ai mis d'office. En fait, j'ai sélectionné des choses ou avec clim, ou ci ou ça. Donc, j'ai déjà d'office mis des critères de sélection. Donc, le client les demande aussi. Donc, ça permet de se différencier aussi, de pouvoir répondre à cette demande, en fait. Exactement. Tu vas répondre à une demande, tu as différence. Par exemple, tu as un super bien avec une vue incroyable. T'as une terrasse avec une belle vue. Tu mets 2-3 décorations, un petit brasero, 2 chaises longues. Hein, et en fait, le client, quand il va voir ça, il va se dire, l'appartement, j'y suis pour dormir, mais par contre, le matin, quand je vais me lever, je vais boire mon café, ça va être top. Voilà. En fait, c'est de valoriser. Quand il y a quelque chose à valoriser, on le valorise et on se différencie. Et si on n'a rien à valoriser, entre guillemets, on crée cette différence en apportant quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'on va attirer aussi, qu'on va retenir, qu'on va fidéliser et qu'on va pouvoir aussi faire du bouche à oreille. Et puis, on va pouvoir aussi ajouter un élément que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est que vous valorisez auprès de vos clients actuels en vous différenciant sur le marché, mais vous valorisez aussi votre investissement dans le sens où si demain vous devez le vendre ou le transmettre, vous transmettez quelque chose qui fait la différence et donc du coup qui a une valeur supérieure aux yeux d'un repreneur ou d'un nouvel investisseur. Tiens, moi j'ai un petit tips à donner. Vas-y. J'ai un petit tips à donner. Je spoil un petit peu la formation Follow BNB. Bon, tout simplement, quand on fait son étude de marché ou même déjà quand on a son logement qui est en place, sa LCD qui est en place, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que font la concurrence à côté et de voir ce qui manque à la concurrence. Donc d'aller lire les commentaires de vos concurrents et dans les commentaires de voir ce qui pourrait manquer dans les commentaires et vous l'apporter dans votre bien. C'est ça. Exactement. Super conseil. Super conseil pour. Il y en a plein comme ça dans la formation, plein. Super conseil pour conclure, je pense, cet épisode parce que ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est ensemble sur cet échange. Donc merci pour les conseils, pour le partage de vos expériences respectives, de votre vision, de votre activité et de ce que vous apportez pour attirer vos clients. Ça me permet aussi d'ouvrir sur un des prochains épisodes qui va arriver, où notre invité, Thomas, nous présentera en fait son activité dans laquelle il gère plus de 8 appartements, location en courte durée, ce qui lui permet de générer un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros chaque mois. Et donc, du coup, il nous racontera aussi comment lui il fonctionne, comment il arrive à gérer tout ça. En étant salarié en plus. Et tout en ayant une activité salariée à côté.
Voilà. Est-ce que tu nous fais un tout petit... Attends, avant de dire merci, tu nous fais pas un petit résumé, là, juste une petite minute sur le marketing pour ceux qui n'ont pas tout pigé, et genre vite fait, ce qu'ils doivent faire, mettre en place un petit conclu là, sur le marketing. C'était fait juste avant. Ah ouais. Ok. Bon. Le tips à retirer de cet épisode. Et je pense aussi qu'on a oublié, et je pense que ça va valoir un épisode spécifique, c'est sur le positionnement des conciergeries Airbnb. Ah ouais. Parce que là, c'est différent. Mais clairement, on offre un épisode spécifique. J'avais un autre truc, Sur YouTube, c'est trop bien sur YouTube. Là, on a parlé beaucoup de logements atypiques, etc. Mais en fait, il y a un positionnement hyper simple et auquel on n'a pas évoqué le sujet, c'est les professionnels. Et d'ailleurs, je vous en parlerai plus tard parce que j'ai un projet également de sous-location pour des professionnels. Voilà, je vous en parlerai plus tard, je vais le teaser un petit peu. Mais un professionnel, en fait, tu lui mets dans l'appartement un bureau, une bonne chaise, un écran. Donc, il est en train de faire voilà, Maxime est en train de faire passer un post-it sur la caméra avec ta... Donc, un bureau, une chaise, un écran, une imprimante avec de l'encre et tout le nécessaire pour pouvoir travailler, une fibre bien sûr. Voilà, un appartement pour un professionnel, c'est super. En fait, c'est du coworking mais tout seul quoi. Voilà, bah d'ailleurs. C'est du working quoi. Ils l'auront écouté ou ils vont l'écouter du coup l'épisode avec Greg Imo? Non, ils l'ont écouté juste avant. Alors vous l'avez écouté, donc voilà. Vous vous en souvenez hein? Tout ça c'est coupé. Hein. C'est moi qui viens, ça a dégagé. À la fin, là, tu sais que les 8 dernières minutes, là, elles ont dégagé. Hein. Ah non, c'est pas coupé. Non mais et plus va aller dans les épisodes, plus vous allez voir notre vraie personnalité. Et c'est ça notre vraie personnalité, tu vois. C'est dur, hein, c'est dur. Hein. On faisait des sérieux au début, mais là c'est bon, on est parti là, voilà. Et je pense qu'on va même enchaîner sur un autre épisode là. Thomas, on va l'appeler, je vais l'appeler au téléphone. Thomas, on fait l'interview maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Follow Airbnb. Non, c'est pas ça. Bon, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On s'est bien marré. J'espère que vous aussi. Pensez à nous mettre un petit commentaire, une notation sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Music, Deezer, Spotify et d'autres. N'hésitez pas, ça nous aide beaucoup dans le référencement de la chaîne. On vous dit à très bientôt. Ciao. Bye bye.